titres vont meubler cette édition, notamment les travaux de réfection de l'axe Carrefour Agip marché Mbopi dans le premier arrondissement de Douala. Ces travaux ont effectivement été lancés ce matin. Seulement, les dix travaux causent de nombreux dégâts pour le quotidien des populations, mais également des bouchons interminables. Nous y reviendrons dans le cadre de cette édition de l'information en politique. Crise au sein de l'Union démocratique du Cameroun. Cyril Sambaka, premier vice-président, jette l'éponge. Celui-ci est tout de même favorable à une mutualisation des forces de l'opposition. Maintenant qu'il n'est plus membre de l'Union démocratique du Cameroun et UDC, il a donné sa position ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Et puis, on semble vivre depuis quelques jours une espèce de péril au sein de l'organisation du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Toutefois, la Confédération africaine de football vient de confirmer les dates y afférentes. Le Cameroun doit donc se mobiliser pour le mois de janvier 2021 prochain. Les précisions seront données par Zobel Apollinaire Mbon à l'international. Tout de même, on parle de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry. Le Conseil constitutionnel vient de valider 12 des 13 candidatures qui avaient été soumises à son approbation. On aura les précisions dans cette édition de l'information sur Télévision du Monde. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la Télévision du Monde. Nous l'ouvrons par ce fait de société. Un véhicule prend feu cette fin d'après-midi entre Buea et Moutenguene. Ce sont deux villes de la région du sud-ouest du Cameroun. Les flammes ont tout consumé. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, juste des dégâts matériels. Et les victimes parlent d'un mauvais système de la batterie qui sera à l'origine de cet incendie. L'on se croirait dans un film hollywoodien que non, nous sommes ici, sur l'axe Moutenguene-Buea, dans la région du sud-ouest du Cameroun. La scène surréaliste de ce véhicule de tourisme en flammes surprend plus d'un. Ouais. Parti pourtant de Moutenguene quelques minutes plus tôt, pour le chef de la région du sud-ouest du Cameroun, les occupants de ce véhicule sont surpris par une fumée. Très vite, ils quittent le véhicule et aussitôt, l'engin est pris d'assaut par les flammes incontrôlables qui consument tout sur son passage. À en croire les usagers et les occupants du véhicule sinistré, rien ne présageait de cet incident. Nous sommes dans la voiture en train de rouler. Elle montait la colline puisque nous sommes sur une pente. Et aussitôt, nous avons senti la fumée. Puis, aperçu des flammes, aussitôt, nous avons décidé de quitter le véhicule. Et vous-même, vous constatez les dégâts. Plus de peur que de mal, aucun blessé ni aucune perte en vie humaine ne sont à déplorer, juste le véhicule qui est désormais un tas de ferrailles. Toutefois, la circulation paralysée à raison du feu a désormais repris son cours normal. Et puis dans la capitale économique du Cameroun, bonne nouvelle pour les populations et autres usagers de la route. Les travaux de réfection de l'axe routier Carrefour Agip et marché Mbopi de Douala dans le premier arrondissement ont effectivement débuté ce jeudi. Des travaux qui sont tout de même à l'origine des bouchons interminables sur cet axe routier qui tout de même dessert l'un des marchés les plus volumineux et les plus courus de la capitale économique du Cameroun. Le marché Mbopi est même considéré comme étant la plaque tournante commerciale de l'Afrique centrale. Patrick Mounian, Patrick Foucault s'est rendu. Voici le reportage. C'est désormais en battant le macadam que les usagers venant du carrefour Agip doivent rejoindre le marché Mbopi. Les embouteillages, un grand magasin, quitter d'ici maintenant pour Mbopi, où je vais aller à pied et je paye le temps. C'est ça de payer dans le temps. Les travaux de réfection de cet axe routier ne font pas que des heureux. Aujourd'hui, ici, c'est gâté. Normalement, pour faire un travail,
rassurant, il faut décaper tout ce goudron et déposer encore un nouveau goudron. Maintenant, vous allez voir comment on va venir doubler le goudron ici. 6 mois après, tout ça va commencer à se fissurer partout. Voilà l'exemple par rapport au labo au Carrefour Agip. Le Carrefour Agip a été arrangé, ça en fait pas 5 mois. Voilà qu'aujourd'hui on est là encore, toujours en train de dépenser les fonds de notre pays. Et pour venir séquestrer les gens pour qu'on paye. On paye les gens, se départagent comme ça, mais dans leur poche. Ils s'en foutent des gens. Certainement, ça nous cause un manque à gagner, que ce soit au niveau des transporteurs que chez les commerçants, puisque déjà la rentrée est au pas à grands pas et que vraiment, avec ces travaux-ci, déjà le marché, comme c'était fermé, on ne voit pas, il n'y a pas le travail, quoi. Il n'y a pas le travail. D'autres, par contre, louent cette initiative et reconnaissent la diligence des autorités de la ville. Vraiment, c'est au niveau vers la SCDP qu'on a dit qu'on ne doit plus continuer parce que il y a la route en chantier, ça va durer environ 1 mois. Bon, pour moi, c'est une grande joie parce que c'était vraiment horrible pour traverser Mbopi, la gendarmerie avec les mâts d'eau. Vraiment, devant même les grandes compétences comme la gendarmerie, c'était vraiment très horrible avec les mâts d'eau. Bon. C'est déjà une bonne lancée. Nous tous, on a besoin que ça soit comme ça un peu de partout. Mais sinon, vraiment, il nous faut le support de la police municipale encore ici au niveau des marchés pour désengorger, pour enlever ceux-là qui sont un peu sur la chaussée, sur le trottoir même. C'est donc pendant 1 mois que les uns et les autres devront s'accoutumer à ces désagréments causés par le début des travaux. Les forces du maintien de l'ordre veillent au grain. Et puis nous parlons de cette autre actualité en rapport avec des nominations faites par le chef de l'État Paul Biya au sein de l'administration centrale, notamment la préfectorale. Une vingtaine de sous-préfets viennent d'être nommés par le chef de l'État Paul Biya. Certains ont été mutés, d'autres sont appelés à faire valoir le droit à la retraite. Retour sur cette actualité du chef de l'État Paul Biya, Priscille Messéné. Le président de la République, Paul Biya, a procédé ce mercredi 9 septembre 2020 à la nomination d'une vingtaine de sous-préfets à travers le pays. Le décret signé par le locataire du palais d'Etoudi consacre aussi le départ à la retraite de plusieurs chefs des terres. Par ce décret 2020-549 du 9 septembre 2020, le président de la République revient sur le décret numéro 2008-377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leur service, ainsi que le décret numéro 2019-030 du 23 janvier 2019 portant organisation du ministère de l'administration territoriale. Et à compter de la date de signature de ce décret, plusieurs sous-préfets se retrouvent à la tête des arrondissements du pays, notamment dans la région du centre, du sud et de l'est. Plusieurs sous-préfets mutés, mais la plupart d'entre eux sont appelés à faire voler le droit à la retraite. Le cas le plus palpant est ce sous-préfet de la localité de Lukundi qui est accusé du meurtre de sa petite amie. Franck Derlin Oyono Ebanga, puisqu'il s'agit de lui, est au centre d'un drame et a été remplacé à la tête de la sous-préfecture de Lukundi, région du sud. Le feuilleton du drame de Lukundi se poursuit quelques jours après l'inhumation de Lydiane Solange Teba, ex-petite amie de ces derniers, et alors que la famille crie justice. Le président de la République a pris acte ce 9 septembre par des tests de décret portant nomination au sein de la préfectorale. Très attendu le sort de Franck Derlin Oyono Ebanga, ancien sous-préfet de Lukundi, accusé d'avoir tué malencontreusement sa petite amie avec son arme de service le 27 juillet. Les autres préfets qui ont été mutés à la tête des sous-préfectures des arrondissements du Cameroun prendront fonction et feront valoir le droit et la loi à travers le triangle national. Nous poursuivons en parlant de politique et nous vous l'annoncions à l'entente de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Crise au sein de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Cyril Sambaka, jusque-là premier vice-président de cette formation politique de l'opposition, jette l'éponge. Le premier vice-président officiellement fait l'annonce ce jeudi au cours d'une conférence de presse particulièrement couru. Il a également saisi l'occasion pour appeler les autres formations politiques à une mutualisation des forces, se rendant d'ailleurs disponible pour les différentes formations politiques. Zobala Poniambon et Patrice Foucault.
Je vous annonce solennellement mon départ de l'Union démocratique du Cameroun. C'est une décision courageuse qui n'a visiblement surpris personne au regard de l'actualité politique plutôt mouvementée au sein du parti ces derniers mois. Une actualité déclenchée par la réunion de Fumban du 25 avril dernier organisée par l'épouse du feu Adamou Damjoya, autoproclamée présidente du parti. Et c'est au cours de cette réunion que le putsch de Cyril Sambaka, premier vice-président, aurait été orchestré. Depuis le décès du patriarche feu Dr Adamou Damjoya, président national de l'UDC, le parti traverse une double interrogation traumatisante, à savoir 1. La perte d'un architecte de la construction de la nation camerounaise, d'une part, et d'autre part, une bibliothèque permettant d'asseoir l'Union démocratique du Cameroun sur des bases pérennes et sereines. Accusé d'avoir été l'instigateur de cette rencontre de Fumban, le troisième vice-président de l'UDC, présent à la rencontre de ce jeudi à Douala, a tenu à faire de la lumière. Ce qui s'est passé à Fumban le 25 avril est une honte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été mis en erreur, j'ai été conduit dans l'erreur. Malgré quelques tentatives de réconciliation au sein du parti, déjà au bord de l'implosion, Cyril Sambaka dit avoir été confronté à la dure résistance de la présidente du parti et de quelques militants. Partir de l'UDC, c'est m'acquitter d'un devoir éthique, de respect pour la mémoire du président fondateur de l'UDC qui n'est plus avec nous. Partir, c'est également respecter la veuve du docteur Adamou Damjoya. Partir, c'est aussi faire appel au retour de la légalité et de la légitimité comme la lie de l'action politique au sein de l'UDC. Partir, enfin, c'est amener mes anciens camarades du parti à sortir du vide dans lequel ils sont plongés. On ne peut pas interpréter le statut d'un parti comme l'UDC au gré des humeurs et des fantaisies. Désormais libre de tout engagement, Cyril Sambaka s'est dit prêt à affronter d'autres challenges politiques. Nous sommes en concertation avec d'autres camarades, d'autres partis politiques et certaines associations de la société civile pour une mutualisation de forces afin d'avoir un parti à vocation nationale et internationale. Après 30 années de bons et de loyaux services au sein de l'UDC et aux côtés de son mentor, Adamou Damjoya, de regretter mémoire, le désormais ancien vice-président de l'UDC quitte le parti, le cœur meurtri et fier d'avoir pleinement joué sa partition. Nous restons en politique, nous parlons des élections régionales du 6 décembre 2020 prochain. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, prépare les échéances en organisant les primaires en son sein. Et les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes, et ce jusqu'au 13 septembre 2020. C'est d'ailleurs la quintessence d'une conférence de presse donnée au siège du PCRN à Yaoundé par l'honorable Cabral Libi, qui est par ailleurs le président national de cette formation politique de l'opposition. Les précisions de Jean-Oscar Libok et de Bertrand Angoula. S'il est clair que quand on a signé des textes préparatifs, c'est qu'on est déjà dans le bain. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, dévoile son intention de participer aux élections régionales le 6 décembre prochain. Et c'est d'ailleurs la note circulaire que le leader du parti, l'honorable président Cabral Libi, a signé au lendemain de la convocation des corps électoraux et dévoile ce jour, lors de cette conférence de presse qu'il a accordée aux hommes et femmes des médias au siège de son parti en Kolondongo. On apprendra que toutes les candidatures du PCRN déclarées seront soumises aux primaires dans chacun de ces arrondissements. Parce que nous avons l'intention d'avoir des listes partout où cela est possible, partout où des camarades, moi j'ai encouragé les camarades
au PCRN à présenter des listes partout, si cela est possible. Je peux déjà donner la confirmation de ce qu'on aura une liste dans le Mbé, malgré le fait que nous n'ayons que 4 conseillers municipaux dans la commune de Menganga. Je crois aussi, j'ai eu confirmation de M. Oumarou Doy hier soir, qui est le départemental PCRN, que nous aurons également une liste dans le Faro, où nous n'avons aucun conseiller municipal. Et puis il y a d'autres listes qui sont en train d'être constituées. Dans sa verve habituelle, l'honorable président Cabral Libye s'est lancé dans un jeu de probabilités pour dessiner la probable carte politique des conseillers régionaux. Une fois que les résultats des élections municipales avaient été publiés, celle du 9 février 2020, en fait, on savait déjà, en théorie, quel était le cadastre du collège électoral, le cadastre politique. Mais c'est des choses qui sont devenues évidentes depuis les élections municipales, parce que je crois qu'il n'y a que 2 partis politiques, ou 3, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais je crois principalement 2, qui peuvent se prévaloir d'une majorité de conseillers municipaux dans au moins un département. Il s'agit du RDPC, évidemment, du PCRN, dans le lien Ekele. Parlant du statut particulier des régions anglophones, l'honorable président Cabral Libye trouve que c'est déjà une esquisse de solution pour apaiser les tensions dans cette zone. La zone anglophone. Les pesanteurs sont là. Je crois qu'en dehors des affidés du RDPC, il n'y a pas d'autres personnes ayant participé au grand dialogue qui aient applaudi des 2 mains ce qui en est sorti. Au moins ce statut spécial, qu'il voit le jour. Parce que ce statut spécial pour nous porte quand même en lui des spécificités pour les régions dites anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. L'une de ces spécificités, c'est l'organisation de l'Assemblée régionale sur les portant code des collectivités territoriales décentralisées. Le fonctionnement du conseil régional dans les 8 autres régions est différent de l'autre côté. En appelant alors au patriotisme de tous les Camerounais, l'honorable président Cabral Libye saura compter sur tous pour la libération des énergies. Du conseil régional. Nous parlons d'éducation, nous rentrons dans la région du sud-ouest du Cameroun, la région au pied du monde. Les corrections du DCI ont officiellement été lancées dans cette partie du pays. C'est le tour du gouverneur de cette région, du délégué régional des enseignements secondaires, mais également des responsables du DCI que les examinateurs ont reçu quelques précisions et orientations de l'autorité administrative. Jean-Marie Onambé pour les précisions. La région du Sud-Ouest lance la phase de correction du DCI. Les responsables, encadreurs académiques et autres correcteurs se sont retrouvés autour du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalabilaï, du délégué régional des enseignements secondaires, le docteur Anna Etondemboa, et des responsables du DCI Board venus de Yaoundé. L'objectif premier de la CIS est de donner des directives aux membres des jurys afin d'avoir des délibérations pertinentes. Le délégué régional des enseignements secondaires pour le Sud-Ouest a tenu à rappeler aux protagonistes des corrections et délibérations du DCI leur rôle essentiel réaffirmé surtout en ce temps de Covid-19 doublé aux troubles sécuritaires que connaît la région. Le gouverneur, lui, a rassuré sur la sérénité de la tenue des délibérations au vu des dispositions prises par les autorités locales et de la haute hiérarchie. La région du Sud-Ouest, malgré les soubresauts, a eu plusieurs centres d'examen du DC O-Level et du DC A-Level. La prochaine phase sera la proclamation officielle des résultats. Merci Jean-Marie Onambélé, puis là j'ai une de la région de l'ouest du Cameroun, récemment élus à leurs différentes responsabilités, même leurs différentes collectivités territoriales décentralisées qui sont à l'école de l'enregistrement des fêtes et autres états civils, une initiative du Bureau national de l'état civil qui voudrait ainsi arrimer la bonne marche des collectivités territoriales des populations à la base. Des précisions de Patrick Guagnon et Herbert Kouamou.
Pendant 2 jours, les experts du Bureau national de l'état civil, conduits par le chef de la cellule des affaires juridiques et du contentieux, partant des cas pratiques d'établissement des actes de naissance, de mariage et de décès, ont outillé les maires récemment élus, entre autres, sur les modalités d'ouverture des registres par les acteurs judiciaires, le remplissage et la tenue des registres, les modalités de clôture des registres et réglementation en matière d'état civil au Cameroun. Les maires sont des officiers d'état civil. Donc, c'est grâce à ce mandat que le BUNEC organise ce jour à Bafoussam, comme dans plusieurs autres localités du Cameroun, ce séminaire de renforcement de capacité. Je dis renforcement de capacité parce que les maires, dès leur élection, ont commencé à se former. Donc, poursuivre cette formation avec l'accompagnement du BUNEC, c'est ça l'objectif de cet atelier. Cette session organisée par le Bureau national de l'état civil a pour but de renforcer les capacités des exécutifs communaux afin qu'ils contribuent qualitativement et quantitativement à l'enregistrement des faits de l'état civil. Elles sont simples, celles de voir les apprenants être à même de tenir les registres, simplement, d'appliquer la réglementation de l'état civil, la législation de l'état civil, pour avoir des résultats en nombre et en qualité dans l'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Au vu de l'importance de l'état civil, cette rencontre de Bafoussam vient à point nommé pour les participants. Oui, comme nous le savons tous, l'état civil c'est la base même de la nationalité. Donc il est important pour nous les officiers d'état civil d'être bien formés pour pouvoir protéger la nationalité camerounaise. D'où l'importance d'un tel séminaire qui va certainement nous édifier sur la tenue des registres et toute la législation entourant l'état civil au Cameroun. Reste aux magistrats municipaux de mettre en pratique tous les enseignements reçus. Nous parlons de santé et notamment du Cameroun qui est depuis le mois de juin 2020 un pays libre de la poliomyélite pour renforcer l'immunité collective déjà acquise sur le terrain auprès des enfants de moins de 5 ans. Le gouvernement de la République lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Celle-ci débute le 18 septembre 2020 prochain. Jean-Marie Nambélé pour les détails. Lutte contre la poliomyélite au Cameroun et une campagne de vaccination prévue pour les prochains jours. 6 régions de Cameroun seront concernées par ces journées locales de vaccination qui vont démarrer le 18 septembre prochain. Une première phase qui va se dérouler du 18 au 20 septembre 2020 et du 9 au 11 octobre pour la seconde phase. Ces journées locales sont prévues dans les régions de la Damawa, du centre, du littoral et du nord. La campagne prévue intervient dans le cadre du maintien du statut du pays libre de poliomyélite que le Cameroun a obtenu le 18 juin 2020 au cours de la session de la Commission régionale de certification de l'éradication de la poliomyélite pour l'Afrique. Le statut libre de poliomyélite dont le Cameroun a bénéficié est venu reconnaître les efforts déployés par le ministère de la Santé publique pendant ces 7 dernières années. En rappel, entre 2013 et 2014, le Cameroun avait enregistré 9 cas de poliovirus sauvage. Les journées locales qui sont annoncées dans les prochains jours visent à poursuivre ces efforts du ministère de la Santé publique dont l'objectif vise à renforcer l'immunité collective chez tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Pendant ces journées, les vaccinateurs passeront dans les ménages, les marchés et autres lieux de regroupement pour administrer 2 gouttes de vaccin polio oral aux enfants. La poliomyélite est une maladie contagieuse causée par un virus appelé poliovirus. Cette maladie se transmet par la consommation d'eau ou d'aliments souillés. Le virus attaque surtout les membres, les affaiblit et paralyse durant toute la vie. Cette maladie affecte essentiellement les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas immunisés. Jusqu'à présent, cette maladie reste inguérissable et la vaccination est le seul moyen pour l'éviter.
Nous parlons de religion dans cette édition 19h45 sur la télévision du Monde. Crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Un pasteur en retraite joue la médiation pour une probable réconciliation entre les différents protagonistes après la rencontre avec la communauté Bamoun dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Le patriarche révérend Charles Emmanuel Ndjiki a rencontré ce mercredi à Douala, précisément à la paroisse EEC de Bonamoundourou, la communauté Sawa, qui, elle, est l'une des grandes composantes de cette congrégation religieuse. Objectif, trouver une solution définitive après que celle de la justice jusqu'ici n'a pas pu être appliquée. Georges Méledna et Raoul Atat. C'est un patriarche, Charles Emmanuel Ndjiki, sous une casquette de médiateur, qui était l'hôte de la grande composante Sawa de l'église évangélique du Cameroun. Dans une initiative personnelle, le pasteur en retraite de l'EEC était ce mercredi 9 septembre 2020 à la paroisse de Bonamoundourou d'Eido à Douala pour écouter l'une des parties en crise dans la perspective d'une réconciliation autre que la justice. Je viens vous écouter, j'ai un projet bien précis pour ma sortie de crise. J'attends des propositions et avec les bourses que j'ai reçues à Yaoundé, ce que je vais recevoir de vous et ce que je recevrai demain des Bamileke, je veux faire la synthèse de tout cela pour le synode. Donc c'est une démarche informelle. Il nous a dit qu'il a rencontré la communauté Bamoun hier. Il a sollicité de rencontrer la communauté Sawa aujourd'hui, comme vous voyez, et que demain, il allait rencontrer la communauté Bamileke. Donc, pour moi, c'est toujours une rencontre informelle. Et c'est tout à fait normal parce que dans le monde entier, toutes les guerres finissent toujours par une table ronde où les décisions sont prises. Bien avant de dérouler la raison de sa présence au sein de la composante Sawa, dans une allocution d'accueil, le révérend pasteur Richard Prizo-Mongole a d'abord rappelé à l'auditoire l'origine de cette crise qui dure plus de 3 ans. Les gens dévient expressément le problème et brandissent les arguments du tribalisme, considérant le peuple Sawa comme un peuple tribaliste. Nous revendiquons notre tribalité. Nous ne sommes pas tribalistes. Chers patriarches, notre souhait est que notre médiation soit scellée sur les bases chrétiennes, que sont la vérité, la justice, l'équité. Nous souhaitons bon courage et que le Seigneur bénisse. Et au terme des échanges, bien que jugée salutaire, la démarche informelle du patriarche Charles Emmanuel Ndjiki, la composante Sawa de l'EEC, maintient la voie de la justice comme solution. Nous maintenons la voie de la justice. Nous ne sommes pas actuellement prêts à négocier avec qui que ce soit. Tout simplement parce que une fois que la justice est saisie, nous attendons le verdict de la justice. Nous ne pouvons pas faire autre chose, tout simplement parce que toutes les démarches entreprises, vous avez vu qu'il y a des calendriers cachés, alors que nous sommes prêts à discuter avec nos frères. Ce sont nos frères, l'église évangélique n'est pas née aujourd'hui. C'est des frères, mais nous les Sawa, nous sommes obligés de nous retrouver entre nous et d'attendre nos propositions par rapport à la démarche du pasteur Ndjiki. Rappelons que la décision de justice qui suspend toutes les activités du bureau contesté du synode de Ngaoundéré reconnaît seul en fonction les membres du directoire provisoire
qui ont été nommés pour gérer les affaires courantes au sein de l'EEC, ce en attendant le nouveau synode. Nous parlons de sport à présent. CHAN 2021, l'organisation de la compétition pourrait-elle encore échapper au Cameroun? La question se pose avec acuité au regard du manque d'engouement observé dans les préparatifs de ce rendez-vous sportif. Zobel Apollon. Cinq mois seulement nous séparent de ce rendez-vous important du football africain. Mais le Cameroun, pays hôte, semble n'avoir pas encore donné toutes les garanties de l'organisation de cette compétition. Sur le plan sanitaire, et alors que la pandémie du Covid-19 continue de dicter sa loi, le flou persiste toujours en ce qui concerne la prise en charge des délégations qui viendront de presque toute l'Afrique. Et pour cela, il faut la mise à la disposition de la Confédération africaine de football, un véritable protocole sanitaire. Outre l'aspect sanitaire qui semble ne pas encore être réglé, le temps fixé par la Fédération camerounaise de football pour le démarrage de ces championnats professionnels s'avère extrêmement court par rapport à la date prévue pour le début de la compétition, à savoir janvier 2021. Le processus de démantèlement des différents sites sportifs ordonné par le secrétaire général de la présidence de la République n'est toujours pas enclenché. Les stades Mbappé Lépée de Douala, Midelfom de Limbich et le stade militaire de Yaoundé sont toujours occupés par le dispositif sanitaire de lutte contre le Covid-19. Aucune mobilisation n'est observée jusqu'alors autour du CHAN au Cameroun. Du coup, les supputations vont bon train au sujet du Maroc qui pourrait être finalement le pays hôte de cette compétition. Le royaume chérissien, à qui l'organisation des demi-finales et finales de Coupe africaine interclub a d'ailleurs été confiée en lieu et place du Cameroun. Le sujet de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations sera certainement à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui se réunit ce jeudi par visioconférence. Et on en saura davantage. À la page internationale, élection présidentielle en Guinée-Conakry, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa copie. 12 des 13 candidatures déposées prendront part effectivement à la dite élection. Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. C'est la troisième fois que les deux hommes s'affrontent dans les urnes. À côté de ces deux poids lourds, il y a ceux moins connus mais capables, selon les observateurs, de créer la surprise. Il s'agit de Dr Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour l'espoir, ou encore d'Abdoul Kabele Kamara, ancien ministre de la Défense d'Alpha Condé. On note aussi la présence de deux femmes, Makale Kamara, ancienne ministre des Affaires étrangères du régime d'Alpha Condé, et Makale Traoré, ancienne directrice de campagne en 2010 du président sortant. Les 6 autres candidats ne sont pas très connus sur la scène politique guinéenne et sont considérés comme des novices dans cette élection. Prochaine étape pour les 12 concurrents, la campagne électorale qui débutera un mois avant l'élection, soit le 18 septembre prochain. Et sachez que le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui a appelé... Poursuivons toujours avec la page internationale, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. La Californie fait face à des incendies incontrôlables et sans pareil. D'ailleurs, le ciel est complètement brouillé par la fumée et ceci pourrait durer pendant plusieurs jours. La nuit, en plein jour. Sur le Golden Gate, les voitures doivent circuler tous feux allumés. Au-dessus de San Francisco, la fumée des incendies forme un écran qui bloque les rayons du soleil et plonge la ville dans l'obscurité. C'est fou! Il est 11h15 du matin et c'est comme si c'était le milieu de la nuit. Ça ressemble à l'apocalypse, la nuit en plein jour. À San Francisco, depuis hier, les habitants vivent sous un ciel orangé.
de la fumée qui vient du nord, de l'Oregon, à 800 km de là. Des feux de forêt qui ravagent toute la côte ouest, depuis le Canada jusqu'au Mexique. Alors que la saison des incendies vient à peine de débuter, ils ont déjà détruit plus de 10 000 km², du jamais vu depuis 30 ans. Des feux qui ont fait au moins 6 morts sur toute la côte ouest, et ce bilan pourrait s'alourdir. Nous allons être confrontés aux pires pertes humaines et matérielles de l'histoire de notre État. Ces incendies sont dus à une chaleur et à une sécheresse exceptionnelles. Par endroits, le mercure a frôlé les 50 degrés. C'est par hélicoptère qu'il faut évacuer les habitants en pleine pandémie de coronavirus. Les gens arrivent ici, on prend leur température et puis on les loge dans des hôtels pour éviter la propagation du coronavirus. Le vent continue à souffler en rafales, attisant les flammes. Les experts en météo estiment que la Californie pourrait rester plusieurs jours privée de soleil. L'essentiel de l'information sur la télévision du monde de ce jeudi. L'ensemble de la rédaction s'est fortement mobilisé pour offrir ces informations. Merci d'avoir été de notre. Reste en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. L'information, c'est à 7h55, 13h, 17h30, mais également 19h45 sur la télévision du monde. Bonsoir à toutes et à tous.